Francis Desrochers, tu es le cofondateur de la plateforme Hello Darwin, une entreprise technologique qui met en relation les organisations avec un partenaire d'affaires B2B. Il y a environ de ça 2 ans maintenant, on avait reçu ton partenaire Mathieu qui nous parlait de la croissance impressionnante que vous aviez vécue en 2020. Force est d'admettre qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre cet entretien et lui qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Francis, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci de me recevoir. Et Francis, est-ce que tu pourrais peut-être prendre un peu de ton temps et expliquer à notre audience qui, en majeure partie, on parle à des entrepreneurs dans le domaine B2B et également B2C, qu'est-ce que Hello Darwin et comment vous aidez les organisations? Ouais, certain. Fait que Hello Darwin, c'est une plateforme qui prend forme d'une application web, d'un site web, qui a pour objectif de venir aider les entreprises à trouver puis à travailler avec les meilleurs fournisseurs dans tout ce qui touche au web, au marketing, à la communication puis à la tech pour leurs différents projets. Fait qu'on est un genre de on n'est pas exactement comme ça, mais on est un genre de Airbnb, sauf qu'au lieu de chercher une maison pour tes vacances, ben tu vas chercher une firme pour tes TI, une agence marketing pour ta nouvelle campagne ou un producteur vidéo pour une production vidéo. Puis au total, ben on regroupe à peu près 5500 Wow. firmes et consultants un peu partout au Canada qui viennent offrir ces services-là. Fantastique. Puis bon, on en avait parlé en 2020 avec Mathieu. Il était venu nous parler à ce moment-là de l'évolution grandiose que vous aviez vécue. Vous aviez atteint 200 000 de revenus, je pense que c'était en décembre 2020. On était dans l'élan de la COVID-19, les choses allaient bien. Et je pense que par la suite, quand vous aviez eu cette croissance rapide-là, Francis, et corrige-moi si je me trompe, vous aviez en tête d'aller chercher de l'argent d'investisseurs pour accélérer la croissance. C'est à peu près ça qui s'était déroulé, si je me trompe pas. 100%. Fait que, tu sais, il est arrivé un moment dans l'entreprise où est-ce que le prochain milestone, c'était de rentrer, tu sais, dans la course dans la course à la levée de fonds, la course au VC, on peut l'appeler de différentes manières. Puis fait que donc on a commencé à faire, tu sais, un paquet d'incubateurs, se positionner auprès d'investisseurs, faire des pitchs à différents VC un peu partout dans le monde, pour finalement ben, avoir landé quelque chose officiellement en février 2021. Et c'est 2 millions de dollars, si je me trompe pas, vous êtes allé chercher de l'argent pour aller bâtir des équipes, une structure qui était plus robuste à l'interne. Peux-tu nous parler un petit peu de comment s'est déroulée cette levée de fonds et par la suite, les actions que vous avez faites avec l'entreprise? Ben oui, 100%. Tu sais, justement, je reviens aux incubateurs. Tu sais, tu sais, ce concept-là est probablement assez connu là, de l'audience qui nous écoute. Fait que on est plusieurs entreprises, différentes, tu sais, évidemment, différents modèles, différentes industries. On va un peu on va progresser ensemble pendant X nombre de semaines. Puis à la finalité de ça, ben, il y a des pitchs, tout ça. Puis évidemment, le but de l'incubateur, c'est de positionner chacune de ces entreprises-là sur pourquoi est-ce que comme investisseur, est-ce que tu devrais investir dans, évidemment, Hello Darwin? Nous, l'angle, depuis presque le début, ça a été que on est l'entreprise qui est en mode commercialisation déjà, puis qui a besoin d'argent pour fournir à la machine, puis continuer à croître, etc. Tandis qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient dans nos cohortes, qui étaient comme à définir un product market fit. Fait en termes de revenus, là, on a pas mal toujours été dans l'entreprise qui faisait le plus de revenus dans toutes nos cohortes. Fait que nous, c'était vraiment, hey, investissez dans Hello Darwin. Ils savent, ça fonctionne déjà. Ils ont besoin de plus de capital pour augmenter le nombre de zéros, puis augmenter l'équipe, puis scaler essentiellement un peu partout en Amérique du Nord. Fait que l'objectif, c'était vraiment ça. Puis nous, la manière d'expliquer le plus possible qu'on était en grosse phase de croissance, c'était d'atteindre le fameux 200 000 de revenus, qui était, je veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression que c'était presque 5 fois plus haut que la deuxième cohorte, là, que la Wow. deuxième entreprise de notre cohorte, mettons en termes de revenus. Fait que c'était comme vraiment impressionnant d'une entreprise qui avait pas de financement, qui voulait avoir un seed round, puis qui était capable de faire 200 000. Ce que l'histoire ne dit pas là-dedans, c'est qu'on ne l'a qu'atteint qu'une seule fois, essentiellement, qui était ce mois-là, qui était ultra critique pour notre notoriété auprès des investisseurs, puis pour nous aider à sécuriser ce round-là. Puis donc, en février, ben, on a officialisé ça avec la Banque Royale du Canada, son fonds d'investissement, puis Tactico, qui est un fonds privé à Montréal. Hmm. Et bon, vous levez l'argent, vous engagez beaucoup de gens.
Parle-nous un petit peu de ces mois-là qui, soyons honnêtes, ont été des montagnes russes de votre côté. Vraiment. Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que tu sais, moi, Matt, Jeff, on en parle encore, tu sais, comme étant la pire période de nos vies respectives, là. Fait que ça, c'est définitivement quoi qu'on partage en équipe. Fait que, tu sais, dis-toi, en février, on a levé ce 2 millions-là, puis en octobre, on a remercié presque 40 personnes de la même année. Fait que, tu sais, une montagne russe, pour moi, c'est que ça a des hauts et des bas. Tu sais, la réalité, c'est que c'était principalement, tu sais, un bas tout au long, là, dans le sens où on n'a pas eu, tu sais, des mois auxquels on s'attendait en termes de revenus, en termes de projection, en termes d'avancée du produit, etc. Je pense que, tu sais, la prémisse de base de penser qu'on était prêt à scaler partout au Canada, n'était pas la bonne, puis ça nous a comme un peu induit en erreur. Évidemment, on prend 100% de la responsabilité là-dedans, mais tout l'écosystème qui nous encadrait, fait que nos investisseurs, les incubateurs, nos advisors, nous évidemment, mais on avait ce mindset-là de dire on est rendu à scaler, fait que scalons, ne revenons pas en arrière à redéfinir des fondements, des fondamentaux de l'entreprise, à retravailler le produit, à retravailler le value proposition, etc. On l'a, fait qu'on scale. Fait que quand t'atteins pas tes chiffres dans ce temps-là, t'es comme ah ben c'est parce que la grosse machine de vente qu'on est en train de mettre en place prend du temps à se développer. Ah, les cycles de vente sont un peu plus longs qu'on pensait à l'extérieur du Québec parce que c'est un marché qui est pas naturel. Tu sais, il y avait comme plein d'excuses comme ça. Puis au final, tu sais, on a engagé des gens qui étaient ultra compétents. Qui avaient des parcours super impressionnants, mais des parcours dans des entreprises super bien établi, ressources quasiment illimitées, entreprises multinationales, etc. Donc, qui ne ressentent pas forcément le même stress, qui n'ont pas non plus un couteau entre les dents quand vient le temps de OK, là, il faut absolument qu'on atteigne nos KPI tout de suite, pas juste qu'on se prépare au futur puis à être milliardaire, etc. Fait que je pense qu'on a il aurait fallu grandir plus progressivement ou du moins avoir une stratégie qui est peut-être plus axée sur comment est-ce qu'on fait pour baisser nos coûts d'acquisition, augmenter notre lifetime value. Au final, c'est ça une business. Puis je pense on a vraiment trop fait abstraction de ces deux métriques-là qui sont critiques, particulièrement pour un marketplace en bon français comme nous, qui ne dépend que de son acquisition de clients puis de sa Bien rétention. Fait que voilà. Là. Hmm. Et bon, réduction d'effectifs. Comment les investisseurs réagissent à tout ça? Parce que souvent, les investisseurs sont les premiers à dire, voici de l'argent, va engager tout ce beau monde-là, on en a besoin, je l'ai fait dans le passé, tu as besoin d'une structure beaucoup plus robuste, tu as besoin de gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Très souvent, avec les gens que j'ai eus sur le podcast, avec les gens que je côtoie, c'est ce qu'on me dit. La pression vient des investisseurs pour engager ces personnes-là. Mm-hmm. Parce que finalement, c'est comme ça habituellement que ça fonctionne. Mais quand ça ne fonctionne pas, comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils sont encore avec vous? Est-ce que finalement, ils demandent un pivot, demandent des rendements, demandent une nouvelle stratégie? Est-ce qu'ils travaillent avec ou contre vous? Ouais, super question. Ben, tu sais, ok, nous on a fait plusieurs pitches quand venait le temps, de faire ce raise-là, à 2 millions, puis il y a toutes sortes de firmes d'investissement. Il y en a qui sont définitivement plus agressifs que d'autres. Il y en a qui veulent juste une compagnie dans laquelle ils vont investir, qui va être un unicorn. Fait que tout le reste, on va presser le citron sur tout le monde, puis s'il y en a un qui t'offre, ben tant mieux, il va payer pour toutes les autres. Le fonds avec lequel on est, c'est pas ça. Puis ça, c'était quelque chose qu'on sous-estimait au départ, parce qu'on voulait quasiment plus un fonds qui avait déjà amené une unicorn qu'un fonds qui ne l'avait pas fait, qui était comme Tactico, qui est le fonds avec lequel on travaille en ce moment. Par contre, c'est un fonds qui a, je crois, aucun échec. Ils ont toutes les business dans lesquels ils ont investi sont encore là. Ils ont un taux de leur entreprise qui a été acheté qui est vraiment impressionnant, qui est supérieur à la moyenne, mais ils n'ont pas de coût de circuit entre guillemets. Fait que ça, c'était quelque chose qu'on sous-estimait, qu'on voyait pas forcément comme un avantage. Évidemment, ben quand ça s'est corsé,
étaient vraiment solides, ben, tu sais, ils ont été ultra, ils nous ont donné énormément de support. Ils nous ont, tu sais, moi je me rappelle que le partenaire principal était venu nous voir en novembre quand dans notre grand bureau à 40 personnes, on était plus que 6 ou quelque chose comme ça. Wow. Comptant évidemment 5 actionnaires, tu sais. Euh, il était venu nous voir puis tu sais, il nous avait dit, tu sais, là le but c'est revenir à la base. Tu sais, on veut avoir une petite business qui est profitable. Puis après ça, on veut trouver des filons qui vont nous permettre, encore une fois, de baisser nos coûts d'acquisition, augmenter la valeur à vie de nos clients, puis on va bâtir quelque chose tranquillement, pas vite. Ça va être long, ça va être difficile. Puis, tu sais, il semblait pas dire, ben, je m'en vais. Il nous a jamais fait croire que il voulait vendre ses parts, etc. La réalité, c'est qu'il était pas non plus dans une bonne position, tu sais, pour vendre ses parts. Tu sais, c'est un peu un fucked up situation pour tout le monde, tu sais, dans ces situations-là. Ils ont été ultra responsive, ils nous ont aidés, tu sais, à nous replacer. Puis, tu sais, au fur et à mesure qu'on faisait des boards avec eux, puis qu'on présentait, tu sais, où est-ce qu'on s'en allait, tu sais, mettons les 4 boards qui ont suivi, fait qu'à peu près l'année qui a suivi, était pas forcément rose non plus. Bien C'est sûr. juste que on commençait à se redresser, puis après chaque board, presque, il disait, tu sais, bravo les gars, tu sais, d'avoir une résilience comme vous l'avez, ça s'en vient, tu sais, lâchez pas, tu sais, il y a eu, tu sais, Mathieu, Jeff se sont pas payés de salaire super longtemps, tu sais, on a remis de l'argent dans le business, tu sais, il y a eu quand même des gros moves pour garder tout ça en vie, puis, tu sais, au fur et à mesure, il était comme, good job, très sportif, etc. Fait que non, ils ont vraiment super bien réagi. D'un autre côté, tu sais, c'est pas eux non plus, tu sais, qui nous ont aidés à nous sortir de là. Hmm. Mais, tu sais, je pense que c'est un success story, tu sais, dans la relation avec notre firme d'investissement qu'on a pour l'instant. Puis, évidemment, tu sais, ça a porté fruit. Puis, en ce moment, ils sont encore plus engagés avec nous parce que là, ils savent J'imagine. que, tu sais, on a une équipe de dirigeants, tu sais, qui est là pour rester puis qui va pas laisser ça partir, cette Hmm. entreprise-là. Et bon, retournons un petit peu à ce moment-là. Donc, vous êtes 6 dans un bureau qui Trop théoriquement est grand. supposé avoir 40 personnes, trop grand, effectivement. Quel est le plan de match? Parce que souvent, quand on est au bas de l'échelle, littéralement, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut uniquement regarder vers le haut. Exact. Quel est le plan stratégique à ce moment-là? Quelles sont les réflexions et combien de temps que ça l'a pris avant de remettre tout ça en place? Mhm. Ouais. Euh, ben, tu sais, le gros focus, c'était trouver une manière d'acquérir des clients à plus faible coût. Fait qu'au moment, tu sais, du raise, puis même avant ça, pour atteindre le 200 000, tu sais, 200 000, c'est du revenu. Ça en dit vraiment peu sur ta marge derrière ça, ça en dit peu sur tes coûts qui sont derrière ça. Euh, Fait que là, tu sais, c'est, OK, on oublie la vanité, on oublie le revenu, on oublie la grosseur de l'équipe, le headcount, etc. On veut une entreprise qui, à chaque dollar qu'on investisse, on fasse tu sais, on fasse un delta là-dessus puis qu'on soit profitable. Fait que le but, c'était de, puis notre gros centre de coût, nous, c'était l'acquisition. Tu sais, on mettait à un certain point près de, tu sais, 80, 100 000 en pay-per-click, littéralement, en publicité. Je pense que ça a toujours été pertinent pour nous, la publicité payante, autant sur Google que sur Facebook. Mais là, il fallait aussi qu'on développe d'autres stratégies en parallèle qui nous permettent d'être complémentaires à ça et de ne pas seulement dépendre de tout ça. Une des choses qu'on a commencé à faire, c'est retravailler sur nos partenariats qu'on avait mis en place, mais qu'on avait laissé tomber un petit peu plus durant 2021. Puis ben, les partenariats, ça génère des clients qui sont à des coûts qui sont définitivement plus raisonnables, soit raisonnables, soit nuls. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a énormément travaillé sur notre produit en général parce qu'on avait beaucoup de récurrence de clients, ou en tout cas un gros potentiel de récurrence de clients qui était à ce moment-là assez inexploité. Fait qu'on commençait à faire des stratégies de réengager avec des clients, on trouvait des subventions pour les faire se réengager, etc. Puis là, on a découvert justement ce dernier hook-là qui est OK, les entreprises, ils ont de la difficulté à naviguer dans tout ce qui est financement d'un projet, puis c'est souvent un des facteurs les plus bloquants pour une entreprise avant d'entreprendre une transfo numérique. C'est que même si on dit capital là tout de suite, est-ce qu'ils veulent l'investir dans un projet qui est des fois moyen, long terme, versus que il y a plein d'initiatives qui existent pour aider les entreprises à aller dans ces directions-là. Par contre, ces entreprises-là ont de la difficulté à naviguer dans quelle subvention est la mieux adaptée pour moi. Fait qu'on a mis sur
puis des modules dans notre app qui te permettent de voir toutes les subventions qui sont disponibles par rapport à ta grandeur d'entreprise, ton industrie, ton niveau de maturité, etc. Puis déjà, on a commencé à se positionner en disant, OK, on va regarder tous tes irritants pour pas faire ce projet-là que toi tu valorises mais que tu veux pas mettre de l'avant, puis on va essayer de les enlever pour justement aller chercher une genre de notoriété qu'on n'est pas juste là pour t'aider à sous-traiter, on est là à planifier une transformation numérique. Puis ce changement de positionnement-là a été quand même clé dans la suite des choses, qui était essentiellement que on a commencé à écrire à des associations sectorielles qui avaient des mandats de faire une transformation numérique auprès de leurs membres pour leur dire que nous, on était une bonne place pour aider à défricher un peu le terrain pour une entreprise pour savoir dans quoi est-ce que je devrais investir. Fait que déjà, tu sais, juste, ça devrait être quoi mon projet de transformation numérique? Qu'est-ce qui va m'apporter du revenu? Qu'est-ce qui va me permettre d'être plus efficace, etc. Puis après ça, comment est-ce que je matérialise tout ça? C'est-à-dire, avec quel type de fournisseur est-ce que je devrais travailler, comment est-ce que je fais collaborer ces fournisseurs-là entre eux quand je veux avoir différents experts de différents secteurs, puis évidemment, comment est-ce que je devrais financer ce projet-là, donc est-ce qu'il y a des subventions qui existent, si oui, comment est-ce que je peux les orchestrer les unes avec les autres. Et là, vous avez écrit à ces entreprises, et là, vous trouvez la perle rare, le trésor qui tranquillement a ouvert les portes à une deuxième phase de croissance chez Hello Darwin. Peux-tu nous parler de tout ça? Parce qu'on en parlait juste avant le podcast. C'est totalement formidable ce qui s'est déroulé ici. Ouais, vraiment. Puis, ça a pris du temps. Tout ça, ça s'est pas fait en une semaine. Mais essentiellement, on a trouvé une association sectorielle qui avait un gros projet de transformation numérique qui touche au commerce de détail. Puis ça s'appelle Mon commerce en ligne. Eux, dans le fond, l'objectif, là, c'est vraiment de faire un plan numérique basé sur une analyse un peu 360 de l'entreprise puis de sa maturité numérique pour après ça lui dire, OK, dans ton type d'industrie, par rapport à ta compétition, puis par rapport à tes capacités financières ou en termes de numérique, on te conseille de faire tel type de projet. On te conseille par exemple de refaire ton site web, de switcher de Shopify à Adobe Commerce ou Magento, etc. Puis pour ça, va sur Hello Darwin, ils vont t'aider. Ça, c'était le partenariat qu'on avait au départ. Fait que c'était eux qui faisaient les plans d'action, puis après ça, qui nous envoyaient les demandes d'appel d'offres. Par contre, il y avait de la difficulté à trouver des entreprises pour se joindre à leur programme, puis pour par la suite y rentrer dans le funnel, puis leur faire les recommandations vers nous. Fait que nous, on recevait pas énormément de business de ce partenaire-là. Mais on s'est dit, nous, la réalité, c'est qu'on a beaucoup de commerce de détail sur la plateforme, déjà de manière organique. Est-ce qu'on peut faire un projet pilote ou est-ce que nous, on offre ce consulting-là? Pour par la suite les diriger vers des fournisseurs parce qu'on avait la prémisse de dire, nous, si on connaît déjà la finalité d'un projet, si on connaît déjà, avec toutes les données qu'on a sur la plateforme, de Bien savoir sûr. quelle entreprise dépense dans quoi, à quel moment, pour quelles raisons, c'est quoi les retours qu'ils vont faire, combien les choses coûtent sur le marché. On a toutes ces informations-là avec les données des différents, des milliers, des dizaines de milliers de projets qu'on a vu transiger sur la plateforme. Fait en tout cas, notre argument, c'est-à-dire on est super bien positionné dans le marché, on est impartial, on n'a rien à vendre pour justement être un conseiller indépendant ou impartial avec nos clients au niveau du numérique. Fait qu'on a commencé à faire ce test-là où est-ce que on montait un programme, puis moi dans une autre vie j'ai été gestionnaire de compte dans une agence de pub, fait que j'ai comme remis ce chapeau-là, où est-ce que tu commences, tu fais un genre de kick-off meeting, on savait pas trop dans quoi on s'embarquait pour être franc, puis j'ai une bonne connaissance du numérique quand même, fait que je pense qu'on a donné énormément de valeur à ces premières cohortes de clients-là, où est-ce qu'on faisait des plans vraiment sacoche de comme dans quoi est-ce qu'ils devraient investir, pour quelles raisons, puis on les accompagnait même dans l'implantation de cette solution-là. Puis on a commencé à avoir un super beau succès, puis de plus en plus à prendre plus de place dans ce programme-là. Fait qu'aujourd'hui, on a une équipe de 25 ou 30 personnes qui font ce genre de consulting-là, qui prend essentiellement forme de une dizaine de meetings, disons, là, sur un horizon d'à peu près 6 mois avec une entreprise, où est-ce qu'on va vraiment venir faire une analyse 360 de leur situation pour après ça leur recommander des projets. Puis ça, c'est un gros pivot pour nous parce que on passe d'une stratégie où est-ce que on fait de l'acquisition,
pour, on fait, mettons, de la publicité, tout ça, pour aller chercher des projets. Fait qu'on espère, on se croise les doigts pour être right place, right time avec nos clients. Parce qu'une entreprise n'a pas des projets à toutes les semaines, ou en tout Bien cas des sûr. projets qui nous intéressent. Donc, on essaie d'être là à la bonne place au bon moment, versus que dans ce programme-là, le focus, c'est de faire découvrir des projets à nos clients par du data, par quelque chose qui est super tangible pour eux, puis par suite à une analyse que nous on a fait à propos de leur situation spécifique à eux. Fait que là, on n'a plus besoin d'être à la bonne place puis d'espérer d'être là, vraiment dans le bas du funnel qui est évidemment comme le plus coûteux quand tu fais de la publicité. Mhm. Puis on est capable de aller juste chercher des entreprises, puis on sait qu'il va y avoir des projets qui vont en découler suite à ce programme-là. Fait que, tu sais, tout est dans tout. C'était comme un genre de flywheel où est-ce qu'on est capable de créer de la valeur pour la plateforme Hello Darwin, puis par la suite retourner ça dans l'accompagnement, puis etc. Puis évidemment, ben, le hook qu'on a, c'est que l'accompagnement est subventionné, fait qu'il est gratuit, fait qu'on est capable de Mhm. faire rentrer des entreprises dans ce funnel-là qui vont par la suite finir par utiliser la plateforme. Évidemment, le coût d'acquisition est nul. Au contraire, on est payé, entre guillemets, pour faire cette acquisition-là. Fait que ça a été ça le gros déclic là, de l'entreprise. Mais au final, c'est toute une question de dire, au lieu d'attendre des projets, puis d'espérer que le client se rappelle de nous quand il va avoir son projet à remettre en place son CRM ou refaire son site web, ben on va être là du début à la fin, puis que ça prenne 3 mois, 6 mois avant de venir, ben pas de problème, on va quand même déjà avoir une relation avec cette entreprise-là parce qu'on va être en train de l'aider sur différents chantiers numériques, puis de se positionner comme son aviseur impartial Hmm. en digital. Impressionnant. Je me fais l'avocat du diable ici, Francis. Tu l'as mentionné, les accompagnements sont subventionnés ici. T'as pas peur qu'ultimement, peut-être, ces revenus-là, qui sont, selon moi, très intéressants au moment où on se parle, disparaissent? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous avez un plan de se dire si demain matin, les subventions ne sont plus d'actualité ou ce gros client-là qui nous envoie ses différents mandats n'est plus client chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est un peu la stratégie autour de ça? Ouais, super bonne question. Euh, ben, tu sais, premièrement, en ce moment, on acquiert une crédibilité qui est vraiment importante au niveau de notre service conseil en soi. Fait que, Mhm. tu sais, si demain matin ça arrête, puis tu sais, évidemment, tu sais, on a des ententes pour encore plusieurs années là, de ce côté-là, mais mettons que demain matin ça arrêtait, ben, définitivement, on voudrait continuer à faire ce positionnement-là quand même, puis à l'offrir cette fois-ci, tu sais, payant à des clients, quitte à avoir moins de performance au overall. Mais la réalité, c'est que on a l'avantage maintenant qu'on fait pas juste du revenu avec cette subvention-là, on en fait aussi avec les genres de services connexes que nos clients vont finir par utiliser au fur et à mesure de leur parcours. Puis un des gros projets qu'on a en ce moment, ben un c'est de trouver d'autres types de programmes qu'on peut commencer à monter, mais deux c'est de trouver aussi d'autres centres de profit que la plateforme Hello Darwin. Fait que c'est de dire ok ben un client dans son accompagnement, on va lui faire un plan numérique, mais dans le plan numérique là on regarde un paquet d'affaires. Là. Il y a des choses qui sont bonnes pour sous-traiter à l'externe. Donc, toutes ces choses-là, bien évidemment, vont aller sur Hello Darwin. Mais il y a peut-être des embauches qui sont liées avec ces plans-là, avec lesquels on pourrait supporter nos clients. Il y a peut-être d'autres types de produits financiers, donc des prêts ou des choses comme ça qu'on pourrait mettre en place. Pas forcément mettre en place, mais disons faciliter pour nos clients. Il y a beaucoup d'achats de logiciels, donc de solutions, SaaS, etc., que nos clients vont faire pendant ces accompagnements-là, puis suite à nos recommandations, qu'on pourrait faciliter ou se positionner pour distribuer également. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont venues du fait. Le point pour moi, c'est on est une entreprise qui est capable d'avoir des relations véritables avec des entreprises. Puis Hmm. ça, pour moi, là, ça a une valeur énorme parce qu'après, quand on a la confiance de nos clients, on est capable de se positionner pour différentes choses qu'ils ont besoin. Puis en ce moment, j'ai l'impression qu'on touche juste au tip of the iceberg avec la plateforme puis le service conseil comme tel. C'est sûr qu'on est dans une bonne période essentiellement parce qu'on est financé pour ça. Puis un des objectifs aussi, même à court terme, mettons dans les 2 prochaines années, c'est de utiliser ce hook-là, entre guillemets, pour Bien faire sûr. rentrer le plus d'entreprises dans nos funnels. Mais je pense qu'on a plus d'une option là, pour la journée où ça va stopper ce véhicule financier-là là, de subventionner ce programme-là. Hmm. Bon.
Mathieu nous avait dit en décembre 2020 que vous faisiez 200 000 par mois de revenus. Il y a peut-être eu des hauts, des bas par la suite pendant que vous avez eu votre moment un petit peu plus obscur, noir, on va dire comme ça, au début 2021 ou pendant l'année 2021. Es-tu à l'aise de parler un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la croissance de l'entreprise? En termes de chiffres, En termes de chiffres, oui. ouais, c'est ça qui peut-être intéresse notre audience. Ben, tu sais, puis je pense pas qu'on est au bout de où est-ce qu'on va. Mais pour nous, c'est quand même un beau milestone. Tu sais, je regarde, tu sais, le mois dernier, puis on a fait à peu près 700 000 de revenus. Tu sais, belle croissance. Mais overall, puis c'est ça aussi, c'est que tu sais, on revient sur le top line, sur le revenu total, etc. Puis, tu sais, l'audience, en tout cas, moi, tu sais, j'écoute Hyper Croissance, j'ai l'impression que, tu sais, c'est des gens qui me ressemblent, qui écoutent ça. Tu sais, le bottom line est super intéressant aussi, tu sais. Hmm. Au-delà, tu sais, du 700, tout ça, on a une business qui est profitable en ce moment. Wow. Tu sais, je dors mieux la nuit, là. C'est certain, certain. Puis justement, tu sais, ça te permet de prendre des décisions bien plus intelligentes, bien plus, tu sais, qui vont amener de la valeur à moyen puis à long terme. Quand on était dans la course au top line, mais qu'on savait que même si on atteignait notre objectif, tu sais, de revenus, on allait probablement quand même perdre de l'argent. Tu sais, c'est comme, tu cours après ta queue continuellement, Bien puis je pense sûr. que, tu sais, au-delà de comme la croissance de revenus qu'on a fait, ben, tu sais, c'est une croissance, tu sais, qui est ultra profitable. Puis plus que ça, tu sais, qui va être capable de nous faire augmenter aussi en valorisation de l'entreprise parce que euh, les relations qu'on développe avec nos clients sont privilégiées. Je pense que la business, le valuation de l'entreprise va bénéficier énormément de ça quand on va être justement capable, qu'on est capable de monétiser cette relation-là dans différents postes de profit qui sont encore à venir, mais qui sont in the making en ce moment. Félicitations, c'est impressionnant, des histoires qui ont des hauts, des bas et qui finalement, tranquillement, deviennent des incroyables histoires à succès. Vous avez toute mon admiration ici, l'équipe de Hello Darwin. Bon, maintenant, on a ces partenariats-là, pardonne-moi, qui se mettent en place. Quel est le plan de match pour accélérer cette croissance-là? Vous avez une plateforme technologique qui génère des revenus, vous avez un cabinet de service conseil qui est complémentaire d'une manière totalement exceptionnelle à la plateforme technologique. Où vont les efforts? Où sont les angles d'attaque pour les prochains mois, pour les prochaines années? Mhm. Il y en a plusieurs. Ben, tu sais, un au niveau stratégique macro, tu sais, on veut justement être un hub, tu sais, pour les entreprises. Qui ont une transformation numérique à faire. Une transformation numérique, là-dedans, j'inclus aussi, tu sais, je veux optimiser mon acquisition web, tu sais, mes campagnes numériques, etc. Mais, fait que, tu sais, on veut se positionner comme ça. Comme je dis, tu sais, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs acteurs. Tu as le côté finance, tu as le côté logiciel, tu as le côté, tu sais, gestionnaire de projet, embauche. Ça, c'est tous des secteurs qu'on touche aucunement qui pour moi sont comme des choses qu'on est déjà en train de faire des pilotes là-dedans pour tester comment est-ce que nous on pourrait se positionner, mais surtout comment est-ce que nous on pourrait amener de la valeur à nos clients. Fait que ça c'est comme la première chose, on est en train de tester d'autres manières d'aider nos clients à faire de la transformation numérique à l'extérieur des champs qu'on contrôle actuellement. Deuxième chose, ben, dans Hello Darwin, on est vraiment en train de mettre en place, on travaille beaucoup sur le produit, sur l'app. Fait qu'on a grandi notre équipe de développeurs, entre autres avec la croissance du cabinet de conseil, pour être capable de vraiment leverage les données qu'on a sur la plateforme qui sont comme une mine d'or Bien d'informations, sûr. mais qu'on n'a jamais vraiment, ou en tout cas, on n'a jamais utilisé suffisamment par rapport à cette valeur-là. Fait que c'est de dire, disons, OK, tu es une entreprise manufacturière, X nombre d'employés, tu as telle technologie en place sur ton site ou dans tes campagnes, voici l'investissement média que tu fais, ben on a X nombre d'entreprises qui ont un profil ultra similaire au tien, qui viennent de faire tel type de projet, mettons, qui viennent de faire une campagne de emailing, de mettre en place une campagne de emailing pour travailler sur leur récurrence puis leur top of mind avec leurs clients. Tu devrais le faire toi aussi. Voici les coûts moyens que ça coûte Mhm. par ville, partout au Canada. Quel type de fournisseurs est-ce qui sont les plus habiles pour faire ce type de projet-là? Fait que, de plus en plus de donner un peu une visibilité sur qu'est-ce que le marché fait en ce moment. Bien sûr. Qu'est-ce que ta concurrence fait? Qu'est-ce que d'autres entreprises qui ont le même
mettons, niveau de maturité numérique que toi sont en train de faire. Fait que ça, c'est comme un deuxième levier. Puis, ben, finalement, ben, c'est de scaler ce qu'on a, tu sais. En ce moment, on a peut-être une personne par semaine qui commence dans l'équipe, qui est même pas sur nos targets d'embauche, là. Ça devrait quasiment être 1.5 ou quelque chose comme ça en ce moment. Fait que, on recrute beaucoup. Puis les postes pour lesquels on recrute, c'est assez divers, là. C'est soit, tu sais, marketing, développeur ou c'est conseillère, conseiller Bien sûr. numérique, fait que dans le cabinet, parce qu'on se rend compte que c'est ça qui ramène de l'eau au moulin. Fait Ouais, ouais. qu'on a tellement une facilité en ce moment à croître, le pitch est tellement facile que au-delà même de positionner la plateforme, on positionne la plateforme, tu sais, plus tard dans un Bien contexte qui est sûr. plus favorable avec la conseillère ou le conseiller. Fait qu'en ce moment, le focus est vraiment à scaler l'initiative qu'on a, mais en parallèle à en trouver d'autres sur lesquels on pourra se positionner dans un avenir assez proche, là. Wow, très beau modèle d'affaires. C'est excitant d'entendre et on peut sentir également dans ta voix la vision que vous avez, le plaisir également que vous avez à l'interne, parce que moi, je vous connais personnellement, j'ai vu les hauts, j'ai vu les bas de la plateforme. Je sais que ça devait pas être facile de dire à autant de collègues qui étaient également des amis que Ouais. finalement on devait arrêter un petit peu les collaborations parce que la structure ne fonctionnait pas. De vous voir retomber sur vos pattes et continuer ainsi, c'est assez exceptionnel. Donc encore une fois, je répète mes félicitations ici. Si on parle un petit peu de toi personnellement, Francis, lecture, est-ce que tu as certains livres d'affaires que tu as lus dans les derniers mois, dans les dernières années qu'on pourrait Hmm. partager avec notre audience? Ouais. Hey, premièrement, merci Antoine. C'est super apprécié surtout de toi, tu sais, pour ce commentaire-là, parce que on a travaillé ensemble super longtemps. T'as vu, tu sais, un paquet d'affaires, tout ça, fait Bien que sûr. ça me fait plaisir d'entendre ça. Un livre vraiment cool qui me ressemble pas du tout, que j'ai lu, il s'appelle Extreme Ownership. C'est un Hmm. livre que je dis qui me ressemble pas beaucoup parce que c'est inspiré de euh, un escadron de l'armée américaine. Puis je suis pas très militaire dans la vie, fait que c'est pour ça. Mais essentiellement, c'était super intéressant. Puis je pense que ça reflète aussi beaucoup sur tu sais, travailler avec des partenaires, là je parle de co-founders, de partners dans ta business. Euh, le ownership, fait que, tu sais, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui est Bien à sûr. nous, c'est quoi, tu sais, ton champ qu'est-ce qu'on s'attend de toi, à quel point est-ce que c'est clair le ownership. J'ai l'impression que dans beaucoup d'organisations, dont la nôtre, tu sais, dans ces années-là, 2020-2021, c'était vraiment peu clair. Tout le monde est comme master of none, mais tout le monde est super bon en même temps. Hmm. Mais personne veut dire comme, OK, moi je prends ce projet-là. Quand tu prends le projet, ça veut pas dire que tu le fais à la main de A à Z. Ça veut juste dire que c'est toi qui es responsable. Puis Extreme Ownership, c'est un livre qui vient vraiment définir comme à quel point justement, tu sais, dans une structure, tu sais, militaire, le ownership de chacun est non seulement ultra important, mais il est vraiment bien défini et super clair. Puis c'est ça en fait qui fait en sorte que l'équipe peut progresser puis avancer de la bonne manière parce que tout le monde sait dans quoi est-ce qu'ils vont contribuer, c'est quoi les champs dans lesquels ils doivent absolument être on top of their game, puis etc. Fait que super intéressant, puis vraiment pertinent, je crois, pour des équipes de, mettons, tu sais, plus qu'un ou deux actionnaires. T'sais, nous, on est, à un certain point, on était 5 actionnaires dans l'entreprise, qui avaient comme chacun leur champ d'expertise, tout ça. Mais en même temps, on se donnait des commentaires sur la structure de l'autre, puis Hmm. tout. Je pense que comme le ownership, c'est tellement quelque chose d'important pour une startup parce que c'est difficile de garder le focus sur quelque chose, puis ça va se traduire aussi par ton champ de responsabilité. T'sais, si tu es tout le temps en train de courir après ta queue puis de travailler sur différents projets, ben, tu seras pas capable d'amener ceux pour lesquels tes pairs comptent sur toi vraiment à exécution. En tout cas, ça va être plus difficile, puis ce livre-là est vraiment all about that. Hmm. Intéressant podcast. Qu'est-ce que tu écoutes un peu ces temps-ci? Hypercroissance. C'est bien ça. 100%. En français, hypercroissance. C'est à peu près le seul que j'écoute qui est sérieux, là, disons. En anglais, je suis quand même un fan, mais là, ça fait un bout que j'ai écouté, mais Masters of Skill, je sais pas si tu connais ça, de Bien Reid sûr, avec Hoffman. Reid Hoffman, bien sûr. Exact. Qui est vraiment classique. J'ai l'impression que beaucoup de personnes dans le monde du startup ont écouté ça, tout ça. J'ai écouté aussi comment ça s'appelle?
le Y Combinator Podcast, qui est Mhm. un incubateur à San Francisco, je crois. Mais c'est un vieux truc, là. C'est des choses qui datent de comme 2019 ou à peu près. Ils ont sorti comme un gros podcast, mais on dirait que je les réécoute quand même souvent, ce Hmm, podcast-là, parce que c'est fou, parce que c'est comme les early days bien sûr. tu sais, de Airbnb, justement. Il y a plein de notions de marketplace qui sont ultra intéressantes, tu sais, pour nous, la notion de clients, de fournisseurs, etc. Fait que je suis quand même un gros fan de podcasts en général. Puis j'ai comme pris mon attention des livres vers ça dans la dernière année à peu près. Je trouve que c'est juste comme plus pratique, en tout cas Bien pour sûr. l'instant, de me nourrir de ce contenu-là, là. S'informer, s'éduquer, c'est de l'information qui vient à toi et que tu es capable de faire autre chose pendant que tu la consommes Exact. comparativement Ouais. à, bien entendu, des lectures ou de la consommation de contenu vidéo. Je termine. Routine, à quoi ressemble la routine de Francis Desrochers? Hum, ben, tu sais, je suis pas mal toujours le premier arrivé au bureau. Je suis une personne qui est définitivement plus matinale que en soirée. J'aime ça être tout seul ici avec tu sais, juste la lumière extérieure, puis de prendre comme 1 heure pour tu sais, travailler sur des projets deep focus. Je regarde même pas mes courriels avant, tu sais, avant 9, 9 et demi ou quelque chose comme ça. Fait que je travaille sur comme un projet que j'ai défini la veille. Sinon, ben, tu sais, je suis un gros fan de sport. Quand je m'entraîne le matin, c'est mes meilleures journées Bien sûr. définitivement de ma semaine. Je suis ultra énergique. Tu sais, si j'ai pas cette fougue-là, ma journée va être longue. Fait que j'essaie de me positionner pour l'avoir. Fait que soit j'arrive le matin très tôt, puis tu sais, je suis comme vraiment focus dans ma zone, puis là, je suis comme énergique parce que tu sais, j'ai déjà avancé sur des projets qui étaient importants, mais mettons non urgents. Fait que j'ai comme la conscience tranquille. Ou j'arrive, je me suis entraîné le matin, puis là, tu sais, je suis bruyant, puis je m'exclame pas mal. Fait que c'est à peu près ça, tu sais, routine, travail, qui me définit plus. Fantastique. Francis, écoute, ça a été très intéressant comme discussion aujourd'hui, encore une fois. Je le répète, c'est impressionnant de pouvoir changer de direction comme ça une organisation. Si les gens, et j'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont peut-être besoin d'un projet de refonte de site web, d'accompagnement de marketing, l'endroit le plus simple pour vous retrouver, hellodarwin.com. Le point de départ, c'est définitivement ça. Puis après ça, ben tu sais, dépendamment, est-ce que tu te qualifies pour un des programmes qu'on a, ben tu sais, on va regarder qu'est-ce qui est possible avec toi. Mais tu sais, les boutons de débuter là, sur notre site web vont te mener aux bons endroits, ça c'est clair. Fantastique. Écoute, Francis, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. J'espère que l'histoire de Hello Darwin pourra donner un petit peu de motivation aux gens qui ont des périodes plus complexes en ce moment avec leur organisation. Sachez une chose, que si on est résilient et qu'on a envie de continuer et qu'on a une vision comme quoi les choses vont aller mieux sur le moyen terme, on est capable de s'en sortir et je pense que l'histoire d'Hello Darwin, c'est le meilleur exemple. Francis Desrochers, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.